Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être vu, je suis là pour vous parler de être ou ne pas être équivoque et quand le doute se tape l'incruste. Dans un monde qui pousse aujourd'hui à la radicalité, j'aime cette idée de revendiquer l'ambiguïté, la nuance, l'équivoque, équivocal, équivoque, et c'est pour moi une forme de résistance. Donc le projet du manoir où je vous accueille aujourd'hui, c'est en partie le fruit de mon parcours. C'est aussi de tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, avec leurs efforts, leur créativité, leur expertise, leur patience, parce qu'il faut beaucoup de patience pour un lieu comme ça. Et je voudrais vous illustrer maintenant pourquoi une phrase d'Aristote me sert d'inspiration et de devise, et en quoi elle explique un petit peu cette notion d'équivoque que j'ai intégrée dans mon projet avec le manoir équivocal. Aristote a dit donc cette phrase fameuse, c'est que l'ignorant affirme, que le savant doute et que le sage réfléchit. Donc le doute, je vais la reprendre doucement, hein, mais je ne sais pas si c'est clair, mais le doute, il est coincé donc entre l'ignorance et la réflexion. C'est une sorte d'intermédiaire. Et c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse. Parce que je ne me considère pas encore dans la sagesse. Donc, et en fait, le doute, je le considère un peu comme un ingrédient secret de la curiosité. C'est cette curiosité qui nous pousse à expérimenter, à observer et ensuite, par ailleurs, à réfléchir. Donc on va peut-être rembobiner tous ensemble jusqu'à l'origine de nous tous. Quand moi je suis née, je suis un bébé heureux, je prends tout doucement conscience de ma place dans l'espace, dans le temps, je prends conscience de mon existence et puis ma curiosité va se développer tout doucement et parallèlement, en fait, avec la curiosité, le doute se tape l'incruste aussi. Le doute va s'installer doucement, mais quand j'ai 15 ans, il est là, il n'y a pas de problème. Seulement, il me gêne un peu parce qu'il faut que je me construise, il faut que je m'affirme, il faut que je fustige, il faut que je sois plus consistante, j'ai besoin de devenir adulte. Et donc je vais un peu le mettre de côté. Je vais être dans cette phase donc où je deviens un peu extrême. Et la radicalité est un peu la solution de tout trouver. Parce que finalement, quand on a 15 ans et qu'on veut s'affirmer, on a besoin d'avoir des convictions. Et d'ailleurs, je crois que je m'y prends pas trop mal parce qu'on on me trouve un brin trop extrême à cet âge-là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais voilà. Et puis à 20 ans, en fait, mon monde évolue. Il va s'ouvrir, ça va changer. Je vais avoir la possibilité de partir très loin. Je vais aller m'installer en Chine pendant quelques années. Et j'ai un peu l'intention, mon projet, c'est de partir un peu avec mon sac à dos et de mettre en pratique des notions que j'ai apprises dans les livres et des notions d'ethnologie. Donc l'ethnologie, c'est un peu ce dont nous a parlé Damien tout à l'heure. C'est comment aborder une culture qu'on ne connaît pas, comment regarder l'autre, celui qu'on ne comprend pas forcément, comment on l'approche, et en essayant d'éviter de faire des faux pas. Alors ça a été théorisé, hein, on parle souvent d'ethnocentrisme. Je pense que tu en as très bien parlé, Damien. L'ethnocentrisme, c'est justement, on essaie d'éviter parce que quand on approche une culture qu'on ne connaît pas, on va plutôt essayer d'effacer un peu tous ces repères et d'être le plus neutre possible, d'être sans jugement pour comprendre notre nouvel environnement. Si on regarde que ce qu'on sait, forcément, on va être un peu à côté de la plaque parce que nous, on a notre culture et eux, ils ont d'autres fondations. Donc, il faut essayer de comprendre leurs fondations, leurs fondements. En Chine, là, j'étais au bon endroit pour avoir une sorte de clash culturel. Donc je vais vivre une expérience qui a quand même changé mon rapport au monde, qui m'a fait prendre conscience de notre niveau de conditionnement. On est vraiment conditionné, vous le savez, hein, par notre environnement, notre culture, nos expériences et notre histoire personnelle aussi, bien sûr. Et après ça, je reviens en France et je m'installe ici au manoir. Moi, j'ai grandi en Provence et donc j'arrive en Bourgogne. Il y a eu aussi
clash culturel, hein, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, et j'arrive dans ce lieu qui était en train d'être rénové par ma maman à distance, et il fallait le réhabiliter. Donc, il y avait encore des travaux à faire, mais il y avait vraiment un sujet de réhabilitation, redonner vie à cet endroit. Donc je mets en pause, si vous voulez, toute cette partie de ma vie qui était comme une exploration où j'ai récolté tout un tas d'informations et j'ai pu observer. Donc on revient sur Aristote, hein, on est dans cette phase du doute où on essaie de comprendre, on observe, on rassemble. C'est assez confortable. Et je me retrousse les manches ici et je me lance, donc je me dédie entièrement à ce lieu où je vais expérimenter des choses très concrètes en tant que jeune entrepreneur. Donc là, maintenant, j'ai 40 ans, ça fait 15 ans que je suis ici, où on a fait beaucoup de choses. Hein. C'était vraiment c'était une ruine avec des terrains vagues partout. Et je pense que c'est un bon moment pour commencer à me retourner, à regarder un peu tout ce que j'ai fait, baisser un peu le rythme. Et bon, même si je baisse pas le rythme, hein. Mais je fais une sorte de bilan, on va dire, et de tout ce temps écoulé d'expérimentation. En tant qu'entrepreneur, une période qui a été intense et en fait assez déconnectée. S'il y a des entrepreneurs ici, peut-être que vous pouvez comprendre quand on est dans son projet, on se coupe un peu du reste du monde. Et là, je relève la tête, je vais revenir au doute, hein, si je vous ai perdu. Je relève la tête, je m'aperçois que le monde s'est tout doucement accoutumé, ancré dans une culture du zapping, une culture du clash, où le sensationnalisme a pris beaucoup de place et où on recherche, je pense, on en a peut-être besoin de radicalité et on recherche des vérités absolues, ce qui a toujours été le cas, mais peut-être un peu plus ces dernières années. Donc toutes ces questions très bruyantes vont apparaître dans mon quotidien et vont être assez présentes. Le vaccin, pour ou contre, le wokisme, qu'est-ce qu'on en fait, la parité, l'aide à la fin de vie, le port du voile, la légalisation du cannabis, l'avortement, #MeToo, réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, tous ces sujets, ces polémiques, vous voyez de quoi je parle. Et là, je me dis, bon, est-ce que je suis capable de me positionner? Est-ce que j'en ai envie? Alors moi, j'en ai envie, hein, ça c'est sûr. J'aime bien me positionner. Je sais que dans la salle, il y a forcément des experts. Vous pouvez être expert sur un sujet, 2, peut-être 3, c'est beaucoup. Hein. Être expert dans un sujet, c'est déjà super, c'est pas mon gars. Et donc, de là avoir un avis définitif et fini sur lequel on ne revient pas sur tous ces sujets, je pense que c'est un peu compliqué. C'est à ce moment-là que je me dis qu'est-ce qu'on fait pour se positionner. On fait appel au consensus. On y ajoute un peu de notre intuition, notre expérience et nos traumatismes. Enfin, tout ça, ça joue vraiment dans notre positionnement. Et surtout, on se dit, en tout cas moi, jusqu'à preuve du contraire. Justement, il y a forcément une remise en question du consensus ou de l'intuition qu'on a eue à un moment. Et même les vérités scientifiques établies, qui sont pour vous vraiment des choses acquises, il faut toujours, je pense, avoir conscience que c'est important de les remettre en question. Et ça, c'est pour vraiment essayer de considérer un minimum et respecter votre intégrité intellectuelle. Je vais vous parler en exemple, parce que je pense que c'est assez parlant et peut-être plus facile à imaginer. C'est la fenêtre d'Overton. On en parle pas mal en ce moment. C'est un outil en fait, politique et en sociologie. C'est vraiment une fenêtre dans laquelle on met toutes les idées qu'une société juge acceptables. Donc, je vais vous donner des exemples. En fait, il y a un consensus, à un moment donné, dans une culture donnée, sur des idées bien précises, et on les met dans cette fenêtre. Et en fait, pourquoi elle est vraiment intéressante, cette fenêtre, et pourquoi on en parle beaucoup en ce moment, c'est parce qu'elle n'est pas statique. Donc c'est un excellent outil pour comprendre ce qui se passe, les mouvements de pensée dans la société. Et ça rejoint pas mal, moi, mon idée du doute comme religion suprême.
Et donc la fenêtre d'Overton, il y a des choses qui sont complètement acceptées. Je pense, si quelqu'un n'est pas d'accord, le droit de vote des femmes, ça n'a pas bougé chez nous depuis un petit moment. Elle est dans la fenêtre, voilà, cette idée. Le vote des femmes, on est bien content. Elle y est, elle ne bouge pas. Il y a d'autres exemples. Le droit à l'avortement, par exemple, vous êtes certainement au courant, hein, dans beaucoup d'États des États-Unis, c'est une idée qui est sortie de la fenêtre d'Overton. Le réchauffement climatique a un peu la vie dure en ce moment aussi dans pas mal d'endroits, et il n'est plus vraiment accepté comme une idée acceptable. Et donc, il est sorti de la fenêtre d'Overton. Voilà, si je doute du côté figé de toutes ces choses-là, toutes ces idées de société, c'est une manière aussi de rester flexible et de m'adapter dans un monde qui évolue. Je me suis surprise l'autre jour à regarder une vidéo d'un plateau télé des années 90 où des femmes assez connues étaient invitées, des actrices. Elles étaient assez maltraitées. Et je pense que j'avais pu voir cette émission à l'époque, ça ne m'avait pas choquée. Et pourtant, je ne suis pas féministe, hein, mais je suis quand même très sensible à ces questions-là. Je suis peut-être féministe d'ailleurs. Et en fait, je me dis vraiment, il y a des choses qui ont évolué dans la fenêtre d'Overton et parce que maintenant, on serait vraiment choqué de voir ça à la télévision. Donc voilà, cette idée du doute qui est toujours très présente, moi, à tous les niveaux, ça me permet de stimuler ma pensée, ma curiosité. Ça me force à prendre du recul et ça m'aide à garder mon esprit critique. Alors après, il y a toutes les idées sur les connaissances générales, les grandes théories, l'actualité. Mais évidemment, douter, c'est aussi pour soi-même. Quand on doute, pour notre quête du bonheur et du bien-être, on se permet aussi de démarrer à tout moment une enquête sur soi-même et faire des introspections. Alors voilà, si je doute sur moi, si le doute est présent à chaque étape de ma vie, ça me permet de remettre en doute le cadre établi, les dictates de la société. Ça m'aide à solliciter mon libre arbitre et voilà, sans forcément suivre le mouvement. Et par exemple, quand j'ai fini mes études, tout le monde est parti sur le marché du travail. Et moi, j'ai été sensible à mon doute qui se manifestait sur le fait que c'était le bon moment de vraiment partir sur le marché du travail à Paris après mes études. Et je suis partie en Chine pour travailler aussi, parce qu'il fallait bien que je vive. Mais j'ai vécu une grande aventure grâce à ça. Et donc j'ai pris en fait conscience, pourquoi je dis ça, c'est que j'ai pris conscience de ma fragilité à ce moment-là, de mes limites, et je me suis adaptée. Et je ne me suis pas fait violence. On peut se faire violence aussi, hein, mais donc voilà. C'est une manière donc d'être un peu plus honnête avec soi-même et d'être de regarder en face à face sa vulnérabilité. Il faut accepter d'en prendre conscience, de le mettre sur la table. Si je suis authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Et par ricochet, donc si je m'accorde le bénéfice du doute, je l'accorde aussi aux autres. Et je vais faire preuve d'indulgence. C'est autre chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que ce doute, il est très important dans nos rapports humains. Si vous faites preuve d'indulgence, si vous faites preuve de mansuétude. La mansuétude, c'est un mot dont on n'entend pas souvent parler, mais pourtant il est vraiment très joli. C'est toute la bonté et l'indulgence dont on peut faire preuve pour les autres. Il y en a peut-être qui jouent au mot fléché et qui connaissent. Et donc, voilà, c'est important de toujours avoir en tête, de toujours douter de la personne qui est en face de nous. On sait qu'elle n'a pas aussi des idées figées ou que les choses ne sont pas figées chez elle et qu'elle a aussi des circonstances atténuantes. Tout ça, ça apporte beaucoup de douceur. Le doute, en fait, pour moi, apporte beaucoup de douceur, de sérénité dans un monde qui est donc assez violent, que je perçois comme assez violent, par cette radicalité dont on a parlé. On est toujours appelé à se positionner, à avoir un avis sur les gens, à être engagé dans des combats extrêmes et qu'on ne remet pas souvent en question. Et alors, je ne vais pas dire que moi, je n'ai pas de combat, parce que je suis aussi là pour vous parler du manoir, je vais finir là-dessus. Je suis très engagée, j'ai des combats. C'est des combats que je remets tout le temps en perspective avec les éléments qui viennent de l'extérieur, toutes les informations que je peux recevoir.
Et donc, je fais des choix forts. Et c'est des choix forts que je vais mûrir avant, pendant, après, toujours avec le doute. Et ici, on est assez engagé. On a différents axes et beaucoup d'activités qu'on a développées. On est agriculteur, donc on a une activité agricole. On fait des ateliers anthropologiques aussi pour découvrir d'autres cultures. On accueille beaucoup d'artistes. On propose des activités artistiques aux enfants aussi, chaque semaine. On a toute cette revalorisation du patrimoine qui est un vrai sujet dont on parle aussi beaucoup, parce que c'est important de ne pas trahir ce lieu qu'il faut respecter. Donc le doute a aussi est aussi infusé dans toutes ces réflexions. C'est un patrimoine qui est commun, où on a une certaine responsabilité, parce qu'il fait partie de notre paysage bourguignon. Donc dans l'agriculture, c'est le bon exemple. On fait beaucoup d'expérimentations. On est agriculteur bio, donc rien n'est, on n'a pas de réponse. On n'a que des expérimentations. Le doute est omniprésent. On a des pratiques qui sont assez éloignées de l'agriculture qui est faite au niveau mondial, de ce qui se fait le plus, on va dire. On n'utilise pas d'intrants chimiques, évidemment. On essaie de respecter le rythme de la nature en l'observant énormément. Et on adapte, surtout, c'est vraiment le mot adapter. Voilà. On essaie d'être dans la nuance aussi, de faire les choses de manière nuancée, tout en respectant au maximum la nature. C'est la même chose pour nos principes d'architecture, de rénovation. On applique ça. Le doute, il est intrinsèque aux artistes qui viennent ici. On leur laisse toute la place qu'il faut pour douter, parce que le processus de création, il passe par le doute. Ils vont vouloir faire passer peut-être des messages, ces artistes. Et vous savez aussi que l'art est par essence équivoque. Il y a souvent un double message, des messages cachés, des interprétations à l'infini. Chacun perçoit les choses à sa manière. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire comprendre aux enfants qui viennent ici chaque semaine, ou les écoles qu'on reçoit. C'est qu'ils ont un prisme, c'est des enfants, ils voient les choses à leur manière. Et on essaie de leur faire comprendre qu'il y a tout un tas de prismes pour voir les choses, les interpréter. Et on les incite à rester aussi nuancés. Et ça permet d'éviter toute violence dans les échanges quand on est conscient de tout ça, de rester constructif, de se respecter, de laisser toute la dignité que les gens ont besoin d'avoir, leur place dans cette vie qu'on partage. Donc le doute, vous avez compris, pour moi, c'est extrêmement positif. Je l'ai complètement intégré, enfin pas complètement du coup, mais j'ai vraiment la volonté de l'intégrer dans mes systèmes personnels, professionnels. Et c'est pour moi vraiment une manière de rester émerveillée, de cultiver le mystère aussi. Quand il y a du doute, il y a du mystère, et je trouve que ça très poétique. C'est encore une fois, je dirais que ça apporte beaucoup de douceur. Et il faut accepter que nous sommes par essence des êtres ambigus et équivoques. J'espère que vous êtes d'accord. et voilà, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. J'ai beaucoup hésité aujourd'hui à vous parler de manière très radicale du doute. J'ai vraiment beaucoup hésité, j'ai vacillé, j'ai douté énormément. J'espère que vous douterez aussi de la légitimité de ce moment ensemble, de l'utilité d'être venu ici. Et si vous le faites, si vous doutez, vous vous poserez la question, est-ce que oui, c'était une bonne idée? Est-ce que non, ce n'était pas une bonne idée? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et ça vous permettra d'approfondir un petit peu. Donc je doutais avant de monter sur scène, je doute encore une fois sur scène de ma crédibilité, et je douterai encore après en y repensant. En tout cas, je vous remercie pour votre respect et votre écoute, d'être venu. Et comme disait Pierre Desproges, la seule certitude que j'ai, c'est que je suis dans le doute. Voilà.